Alors, mise au même dénominateur, vous savez ce que ça veut dire mettre des fractions au même dénominateur. Il est important de souligner que mettre au même dénominateur des fractions, c'est déjà une manière de s'engager dans une factorisation de l'expression. C'est sur cet exemple-là qu'on va travailler. Cette expression n'est pas factorisée parce que ce moins-là est à l'air libre. On a deux termes, un terme qui vaut 1 et un terme qui est cette fraction. Et bien, en mettant au même dénominateur, on va déjà commencer à factoriser. On va le faire là. Donc, mettre fraction au même dénominateur. Faisons-le. Donc, 1 moins 1 sur x carré moins 9. Pour mettre au même dénominateur, on va mettre ce 1 comme étant un x carré moins 9 sur x carré moins 9. Moins 1 sur x carré moins 9. On récupère donc x carré moins 9 moins 1, donc x carré moins 10 sur x carré moins 9. Et alors, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais quand on a une fraction comme ça, alors pas plusieurs fractions, vraiment une fraction, l'expression est considérée comme factorisée, enfin en tout cas est factorisée, parce qu'on s'est dit tout à l'heure que factoriser une expression, c'est aussi se permettre de faire un tableau de signes. Et si vous vous souvenez au lycée, quand vous aviez à trouver le signe de fraction, bah vous faisiez une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, une ligne pour le tout. Et ça voulait bien dire que l'expression était factorisée, un facteur étant le numérateur et un autre facteur étant le dénominateur. Donc cette expression, en soi, elle peut être considérée comme factorisée. Maintenant, on se l'est déjà dit, factoriser, ça veut dire aller le plus loin possible et être jusque-boutiste dans la factorisation. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? En fait, oui. Parce qu'au dénominateur, on a une identité remarquable. X carré moins 9, c'est x carré moins 3 au carré. Par identité remarquable, c'est x plus 3 facteur de x moins 3. OK. X carré moins 10, ce n'est pas obligatoire ce que je vais faire là, mais si on veut forcer une identité remarquable, on pourrait éventuellement le voir comme étant x carré moins racine de 10 au carré. Auquel cas, si on veut vraiment factoriser en morceaux les plus petits possibles, en facteurs les plus petits possibles, la factorisation la plus morcelée, c'est donc celle-là. Très bien. Et donc, elle a été obtenue en déjà prenant le parti de mettre la ligne de calcul sur un seul dénominateur. Très bien. Donc, ici, je n'ai pas de remarque particulière à faire, juste prendre ce réflexe-là. Ensuite, polynôme de degré 2. Alors ça date du lycée, je vais aller plutôt vite sur celle-là, en rappelant que quand un polynôme de degré 2 possède une racine ou bien deux racines, on peut factoriser le polynôme à l'aide de ses racines. On va le refaire sur un exemple. Hop, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc polynôme de degré 2. En fait, j'aurais dû dire polynôme de degré 2 possédant des racines. Il est prévu une vidéo exclusivement sur les polynômes. Là, on va faire un calcul qui est faisable avec les connaissances de lycée. Donc, on a ça. OK, on veut le factoriser. Calculons le discriminant. OK, 3 au carré moins b au carré moins 4ac. Tac. Oups. 4 fois 3 fois moins 6. Je le refais parce que j'avoue que je me souviens plus ce qu'il donne. Donc 9 moins 12 fois 6. Donc plus 72. 81. On va trouver deux racines. Je les appelle x1 et x2, ou plutôt r1 et r2, je préfère, r pour racine. OK, la première étant donc moins b moins racine de delta sur 2a. OK, on va le faire vite. Moins 12 sur 6, moins 2. La deuxième étant moins b plus racine de delta sur 2a moins 3, donc 6 sur 6, 1. OK. Et le rappel qu'on va faire ici, c'est que si on a un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c qui possède deux racines R1 et R2, on peut le factoriser comme a facteur de x moins R1 facteur de x moins R2. Et alors, attention, je vais le mettre en couleur parce que je vois que
parfois les étudiants l'oublient, il faut bien un A devant, et c'est ce A-là. Donc nous, avec les données qu'on a là, la factorisation qu'on obtient pour 3x carré plus 3x moins 6, c'est donc A qui pour nous est 3. Facteur de x moins la première racine, donc x moins moins 2, ça fait en fait x plus 2. Et x moins la deuxième racine, x moins 1. Et l'expression est factorisée en 3 facteurs. Un facteur numérique et 2 facteurs qui sont des petits polynômes de degré 1, des fonctions affines, si on parle en termes de fonctions affines. OK, donc on a ça. Polynôme de degré 2, OK. Alors, polynôme de degré 3, ça c'est une technique qu'on commence à voir en prépa. Attention, elle ne s'applique pas à tous les polynômes de degré 3. Elle s'applique aux polynômes de degré 3 qui possèdent ce qu'on appelle une racine évidente. Et là, il va falloir expliquer un certain nombre de choses. Donc, polynôme de degré 3, et je ne vois rien de mieux qu'un bon exemple, parce que c'est quelque chose de pas facile à expliquer en théorie, mais d'agréable à expliquer sur un exemple. On va prendre ce polynôme-là, qui est donc de degré 3, comme on le voit avec la présence du x cube. Comment on va le factoriser? Alors, l'idée, c'est de commencer par déterminer ce qu'on appelle une racine évidente. Alors, le mot évidente, pour ma part, quand je fais des maths, c'est-à-dire 20 heures par jour, même la nuit, je ne l'emploie jamais parce que je trouve que rien n'est évident et c'est toujours un peu déstabilisant quand on est enseignant et qu'on dit voilà, ça c'est évident, puis qu'il y en a 5 ou 50 d'ailleurs qui fronçaient sourcils en disant mais pour moi c'est pas évident. Mais bon, c'est la terminologie consacrée. Racine évidente, ça veut dire quoi? Ça veut dire une valeur de x qui fait que quand on l'applique à l'expression, on trouve 0. Par exemple, on peut tester, est-ce qu'il y a des racines évidentes? Alors, le plus petit nombre par lequel on peut commencer pour essayer d'en trouver une, c'est 0. Si on calcule cette expression en 0, donc 2 fois 0 au cube, moins 2 fois 0, plus 4 fois 0, moins 4, on obtient moins 4. Donc, le résultat n'est pas nul, ça signifie que 0 n'est pas une racine évidente. Je fais le même travail, je mets une petite croix, je fais le même travail avec x égale 1, je vais faire 2 fois 1 au cube, moins 2 fois 1 au carré, plus 4 fois 1, moins 4. Alors cette fois-ci, on obtient 2 moins 2 plus 4 moins 4, en fait, ça fait 0. Et le fait qu'on ait trouvé 0 signifie donc que, avec cette terminologie, que 1 est ce qu'on appelle une racine évidente de ce polynôme. On a trouvé un nombre qui annule cette expression dès qu'on le rentre dans l'expression. Donc je le mets là, 1 est racine évidente de cette expression. Et j'en profite d'ailleurs pour un conseil. Quand on veut s'éviter d'avoir à nommer ou à répéter une expression à chaque fois, on peut lui donner un nom. Appelons-la P de x comme polynôme de variable x. C'est un bon réflexe en col que de poser des, ou partout ailleurs d'ailleurs, de donner des noms aux objets. C'est en général signe de maturité mathématique que d'arriver à nommer les choses. Donc 1 est racine évidente du polynôme qu'on vient d'appeler P de x. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette racine évidente? Alors là, on a une technique spécifique qui est que quand un polynôme possède une racine évidente R, eh bien, on peut factoriser ce polynôme par x moins R. Je vais le mettre là. Donc, si R est racine évidente d'un polynôme P de x, alors P de x se factorise par un facteur de type x moins R. Ça signifie déjà que notre polynôme P de x, il doit se factoriser par x moins 1. Donc, on doit pouvoir obtenir une ligne de calcul de type x moins 1 fois quelque chose. Et je mets un gros point d'interrogation parce que la grosse question, c'est quel est le contenu de cette parenthèse? Si, étant donné cette affirmation, on sait qu'on a la présence d'un facteur x moins 1, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, il y a diverses manières de trouver le contenu de la parenthèse qui est là. Ça va dépendre de vos profs de prépa. Moi, pour ma part, je l'obtiens avec ce qu'on appelle une division euclidienne. C'est cette mise en place-là. On va le faire là. Alors, ça ressemble beaucoup à une division de nombres. On prend le polynôme dont on est parti, le polynôme qui est pour nous de degré 3, celui-là, et
on présente donc comme une division de nombres de cette forme-là, et on va étape par étape diviser ce polynôme-là par celui-là. Voilà comment ça se passe. La première étape, focalisons-nous sur ce 2x³. On va chercher ici une quantité qui fasse qu'en la multipliant par x-1, on obtienne du 2x³. Alors par quoi il faudrait multiplier x-1 pour obtenir 2x³? Il faut en fait le multiplier par 2x carré, au sens où 2x carré fois x-1, ça fait 2x³ moins 2x carré. Et donc cette quantité, je la fais figurer là. Justement, ce 2, ce ça fois ça, qui fait donc 2x³ moins 2x carré, je vais le reporter là, et je vais soustraire cette quantité à celle-là. Je le fais là. Si on fait tout ça moins ça, en fait, les deux premières parties de l'expression se simplifient, tac, tac, et il reste 4x moins 4. OK? Une fois ça fait, je réédite ce processus en me demandant par quoi je peux multiplier x moins 1 pour obtenir 4x moins 4. Pour obtenir x moins 1 dans 4x moins 4, il faut multiplier x moins 1 par 4. Je le mets là. Et je vais refaire comme j'ai fait avant. Je calcule 4 fois x moins 1, ça fait 4x moins 4. Ce résultat-là, je le soustrais à celui-là. Et en soustrayant, il reste 0. Il est apparu en fait dans ce calcul trois quantités, celle de départ, qu'on appelle le divisé, celle-là qu'on appelle le diviseur, celui-là qu'on appelle le quotient, et celui-là qu'on appelle le reste. Je vais le mettre divisé, diviseur, quotient et reste. OK, et on a la même formule que dans les divisions de nombres, que je vais faire figurer ici, qui est que le divisé, donc 2x³ moins 2x carré plus 4x moins 4, est égal au diviseur fois le quotient, donc x moins 1 facteur de 2x carré plus 4, plus le reste, et comme le reste pour nous vaut 0, il reste plus 0. En fait, si je ne fais pas figurer ce plus 0, il nous reste ça. Et là, si on revient à la problématique de départ qui était de trouver le contenu de cette parenthèse, ben c'est fait. Comme prévu, cette expression-là, elle a fait état d'un facteur x-1, et derrière ce facteur x-1, par division euclidienne, on a trouvé un facteur 2x carré plus 4. Et comme quand on factorise, il s'agit de factoriser le plus possible, on peut même factoriser ça par 2 qu'on va mettre même tout devant, et on obtient cette factorisation-là. Voilà pour les polynômes de degré 3. Je suis allé peut-être un peu vite sur la division euclidienne. Il y aura de toute façon un chapitre sur les polynômes, on reprendra ces choses-là, mais je tenais à en parler déjà parce que c'est une technique de factorisation à part entière. Ok, et bien terminons. Alors il en reste une, 9. Alors attention, celle-là, elle va intéresser uniquement ceux qui sont en maths appro. Donc si vous êtes en maths appli, vous pouvez aller faire un tour et revenir. Pour les maths appro, on peut aussi imaginer factoriser des expressions avec de la trigonométrie. Alors je ne voulais pas me lancer aujourd'hui dans un résumé de trigonométrie, c'est déjà une vidéo déjà longue, mais on peut donner un petit aperçu de ce qu'on peut imaginer faire avec des réflexes de trigonométrie. Je prends cette expression-là, cos x puissance 5 plus 1 moins sin carré x. Je rappelle que cette notation-là, cos exposant 5x, ça signifie cosinus x le tout puissance 5. Et pareil ici, sin carré x, ça veut dire sinus x le tout au carré. Ici, il aurait fallu un formulaire de trigonométrie donc que j'ai pas fait apparaître, mais vous en avez peut-être sous les yeux. Si vous en avez un, vous verrez peut-être que 1 moins sin carré x, c'est un fait connu en trigonométrie. C'est la même chose que cos carré x, parce qu'en trigonométrie, il est bon d'avoir toujours en tête cette égalité fondamentale-là, cos carré x plus sin carré x égale 1, qui permet, entre autres, si on isole cos carré x, de voir cos carré x comme 1 moins sin carré, ou dit à l'envers, puisque les formules se lisent toujours dans les deux sens, 1 moins sin carré, c'est cos carré x.
Donc, on peut changer la ligne de calcul en cos x puissance 5 plus cos carré x, du coup. Et arrivé là, c'est comme on l'avait un petit peu vu tout à l'heure, par changement de variable, si on s'imagine appeler grand X, posons grand X égale cosinus X. Dans ce cas-là, la ligne de calcul est de la forme x puissance 5 plus x2. C'est donc une somme de puissances, c'est en fait même un polynôme, qui se factorise par la puissance la plus petite, de cette manière-là. Et donc, si on fait ça en tenant compte du fait que grand X pour nous, c'est cos X, la factorisation qu'on peut proposer, c'est celle-là. Et on s'est appuyé pour ça, comme on le voulait, sur un peu de trigonométrie. Donc ici, rien de mieux qu'un formulaire de trigo. Je pourrais en mettre un d'ailleurs sous la vidéo, je le ferai. Très bien, donc ça fait 9 techniques. Si on compare au moment dans les vidéos précédentes, on avait une technique, 2 techniques, 3 techniques pour arriver à résoudre un problème. Ici, 9, ça fait beaucoup, d'autant qu'elles n'ont pas de priorité. Il se peut qu'au cours d'un calcul, on ait utilisé ça, puis ça, puis ça, puis ça, par exemple. Donc, pas évident, ça vient avec le temps et le travail. En tout cas, c'est un peu le maximum. Il me semble qu'en ECG, il y a rarement plus de 10 techniques pour une même notion. C'est déjà beaucoup, 10 techniques. Donc là, c'est une grosse chose de fait si vous arrivez à vous approprier les 9. Et vous aurez peut-être par effet de contraste l'impression que les choses sont simples quand vous serez après devant une problématique qui aura 1, 2, 3 techniques pour la résoudre. Voilà, donc un gros pas de fait en avant pour nous dans la montée de l'escalier ECG. Merci d'avoir regardé, merci à ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, parce que les choses avancent pour nous. Et donc on va aller vers des nouvelles choses dans des vidéos à venir, notamment commencer à entrer dans des problématiques d'équation, inéquation et de résolution d'études de fonctions. Merci beaucoup et à bientôt.